Jean Leca, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po et politologue. Vous avez dirigé l'école doctorale de l'Institut d'études politiques à Paris de 1997 à 2000 et vous avez été président de l'Association française de sciences politiques de 2000 jusqu'en 2005. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. Et vous allez parler aujourd'hui d'un sujet qui vous tient à cœur, donc Isaiah Berlin, le pluralisme d'un renard. Donc nous vous écoutons et encore merci pour votre participation. Merci. Ça fait partie d'un work in progress, un travail sur lequel je ne suis pas sûr de pouvoir terminer, et certainement pas de pouvoir imprimer, de pouvoir éditer. Mais enfin, je dirais quelques mots simples. Je n'ai jamais rencontré personnellement Isaiah Berlin, qui pour moi est un de ceux que je considère comme un de mes maîtres. J'ai rencontré d'autres de mes maîtres, tout à fait différents, les gens liés à Isaiah Berlin, Clifford Geertz, anthropologue de Princeton, Ernest Gellner, qui n'était pas lié, de la London School. Là, je les ai rencontrés. Mais Isaiah Berlin, il m'intimidait. Donc j'ai communiqué avec lui, il m'a écrit. J'en ai été très flatté d'ailleurs, il m'a écrit 2 fois, 3 fois. Mais je n'ai jamais osé aller l'aborder. Il était, je le revois encore à All Souls College, après le déjeuner. J'étais avec le provost, John Davis. Je vois Isaiah Berlin. Eh bien, je n'ai pas osé aller l'aborder. Comme ça, il m'impressionnait, que voulez-vous, c'est un truc. Et quand mon ami Jean-Claude Vatin a suggéré qu'on dîne déjà ensemble avec sa femme, qui est une Française, eh bien, je me suis débrouillé pour ne pas être libre. C'est un peu l'impression que cet homme a exercé sur moi, cet homme qui a été toujours, qui disait, j'expose la pensée des autres, mais la mienne, quelle est-elle? Interview à l'Observer. Cet homme, dont Michael Walzer disait, avec gentillesse, le système n'est pas son style. C'est très juste. Le système n'est pas son style. Alors, il se trouve que cet homme avait 2 faces. Il était, on oublie toujours que ce juif russe, venu pas du tout réfugié, il est parti avec ses parents, fit des études de philosophie analytique. Et c'est la philosophie analytique qui l'a fait connaître. 2 concepts de liberté, c'est un texte de philosophie analytique. Et il a été traité comme cela. Ça a été le texte qui a été le plus commenté au XXe siècle. Plus que Rawls encore, c'est dire. Sur le texte, disons, de théorie de philosophie politique. En philosophie générale, je crois que c'est Heidegger qui l'emporte. Et oui. Dans les moines de commentaires. Et donc, Berlin est très difficile à saisir. John Gay a fait un livre, il y a bien des années de ça, intitulé Isaiah Berlin, en utilisant ce qu'il appelait le system seeking approach. Et Michael Walzer, qui a une assez remarquable analyse, dit, ben oui, chaque fois que John Gray croit avoir coincé Berlin dans un coin, il ouvre et Berlin n'y est pas. Voilà. C'est ce qui fait, c'est le côté un peu frustrant d'Isaiah Berlin. C'est un côté qui peut-être explique qu'en France, où il a été pourtant beaucoup traduit, et où il a publié en français, directement écrit en français, dans la Revue française de sciences politiques, un article, la théorie politique existe-t-elle encore, n'est-ce pas? Eh bien, malgré le nombre des traductions, il n'a pas été, il n'a pas eu l'influence justement d'une Hannah Arendt. Ils se détestaient mutuellement, bien sûr, mais ils avaient pas mal de points sur lesquels ils étaient en désaccord. Ils étaient en accord, sans dire. Quand on regarde les textes de Hannah Arendt, compréhension et politique, et la nécessité d'aborder la politique avec des yeux purs de toute philosophie, et oui, c'est de Hannah Arendt, c'est pas d'Isaiah Berlin. Isaiah Berlin qui, justement, a
abandonner la philosophie analytique, c'est un peu le message à la fin de tout concept sublimity, au moment où il se tourne vers Benjamin Constant, vers la pensée politique, et il se tourne vers ce qu'il appelle les idées politiques, la pensée, et pas, si vous voulez, cette définition moré-géométrico de ce qu'il faut, de ce qu'est la politique, de ce que doit être la politique à partir du moment où on a les bonnes catégories. Je recommande le livre, qui est le seul qui n'a jamais été traduit en français, Concept and Categories, le seul de Isaiah Berlin qui n'a jamais été traduit en français, avec une remarquable préface de Barbara Williams, qui a très bien saisi, si vous voulez, la différence entre truth and truthfulness, en disant Isaiah Berlin is never true. Is it possible to be true? But he is truthful. He tries to be truthful. D'approcher, de chercher. Bien. Alors, je commencerai, avant d'aborder ce qui sera le sujet de c'est-à-dire qu'il faut très bien comprendre l'opposition que Berlin fait entre Renard et Hérisson. Une opposition dont on oublie que c'est une opposition de type idéaux et non pas une opposition historique. Mais je voudrais dire aussi quelques mots sur ma vision de la science politique. Une science qui est mal vue en ce moment. C'est la science lugubre d'un monde en désordre, la science politique. Cette très vieille dame, dit Alan Bloom, qui croit se rajeunir en s'appelant politologie pour s'appuyer sur la sociologie, la psychologie, que moi j'appelle le sociologisme, psychologie. Bon, la science politique est la science d'un monde en désordre, en proie à des cycles plus ou moins courts de guerre et de destruction, qui profitent à certains et nuisent au plus grand nombre, ponctués par des cycles plus ou moins longs de reconstruction, qui profitent à certains, spécialistes de marché corrompus, plus qu'à d'autres, mais qui produisent pendant quelquefois des biens collectifs. C'est un monde à l'indépassable vicissitude, où la logique ne gouverne que certains mécanismes dégagés par l'analyse. J'appelle mécanismes des phénomènes récurrents qui n'ont pas exactement le statut de loi, parce que quelquefois les conditions locales font que le mécanisme n'est pas observable, mais dont on peut repérer quand même l'occurrence dans beaucoup de cas de mécanismes, du spillover et bien d'autres choses. Bon. C'est un monde où s'affrontent des valeurs contraires, dont on ne doit pas préjuger au départ qu'elles sont contradictoires, c'est-à-dire les bonnes s'opposant aux mauvaises, sans terre circonfluide. C'est un monde où la coopération et le conflit, le gouvernement et sa contestation, la domination et la subversion, la filia et la stasis, s'affrontent en ne parvenant qu'à des états d'équilibre instables et provisoires dans des régimes mixtes, ordonnés à la nécessité de la cohabitation pacifique, limitant et circonscrivant la violence physique entre groupes qui peuvent avoir 1000 raisons de se faire la guerre. C'est un peu ma vision que je pourrais développer, ça me prendrait un cours, de la science politique, et j'essaye d'aborder ma question. J'ai indiqué que j'étais hostile à la politique philosophique, qui est tout à fait différente de la philosophie politique. Autrement dit, je suis hostile à l'idée d'un monde qui aurait attendu pour exister le philosophe et sa quête, d'un monde pleinement intelligible
gouvernement qui serait gouverné par la raison. Non. De même, c'est normal, nous cherchons toujours la solution, faisant de cet artefact social qu'est le monde, social, un objet parfait, tenant debout par lui-même jusqu'à la fin des temps. C'est quelque chose qui est vivace parce que ce besoin d'ordre est un besoin de se rassurer face au désordre du présent. Le monde est un désordre présent. Le désordre, il n'était pas nécessaire de voir les gilets jaunes pour savoir ça. Le monde est un monde en désordre. Et à ce moment-là, nous essayons de reconstruire une pensée qui mette le monde en ordre. Justement, l'un des objets de la science politique, c'est-à-dire les acteurs et leur mobilisation, une chose qui a été dite tout à l'heure, je les approuve, a pour propriété de vouloir mettre avec succès, je parle de l'objet de la science politique, ce que la science politique étudie, le monde en ordre, ou au moins en désordre. Imaginons un homme politique, post-lumière, despote déclaré autoritaire, ou gouvernant démocratique, expliquant que sa capacité d'action, plus encore que limitée, je sais ce que je ne peux pas faire, mais est incertaine. Je ne sais pas ce que je peux faire. Et que ces promesses de restauration, de réforme ordonnée, de révolution ne seront pas tenues. Autant se tirer une balle dans le pied, tout de suite. Je dirais donc que l'épistémologie normative de la science politique est celle d'une science de renard. Nous y voilà. Les splitters, qui divisent et courent le risque de couper les jeux en quatre. Habitant un monde mixte et plurifinalisé, où pourtant évoluent des hérissons, les lumpes, ceux qui regroupent tout sous une même rubrique. C'est le bien. Et cette opposition entre renard et hérisson est une opposition très profonde qui remonte, nous savons tous, à Archiloque, bien avant Jésus-Christ. Le renard, c'est beaucoup de choses. Le hérisson, c'est qu'une grande, et va tout droit. Mais qui a été remise au jour par l'article d'Isaiah Berlin dans les Penseurs russes, le renard et le hérisson. Et c'est à partir de là que je vais prendre mon thème sur la nécessité de comprendre de quoi Isaiah Berlin parle. Vous me direz, ça nous éloigne beaucoup de la liberté politique, je n'en suis pas sûr, mais je prends le risque. Donc le hérisson intellectuel ne connaît qu'une chose, mais grande, et espère, en allant tout droit, construire, nous dirait Montboudon, une grande machine explicative mettant le monde en bouteille. Ou encore, atteindre un jour une loi et un ordre complet. Ça, c'est Einstein qui parle. Isaiah Berlin lui a dessiné ce que j'appelle, moi, le type idéal, en présentant ce qu'il nomme la tradition centrale de la pensée occidentale. Les fins spécifiques, je cite, les fins spécifiques dictées par la nature humaine, par Dieu ou par la nature impersonnelle des choses, et les intérêts et valeurs correspondants, dont je pense, je complète, dont les découvertes et les formulations à partir de la théologie, de la philosophie, de la science, ces fins spécifiques ne peuvent être incompatibles entre elles et doivent former un tout harmonieux. Je note que dans la traduction française, le double statut de doivent former un tout harmonieux. C'est-à-dire c'est un doigt
de normativité et un doigt de probabilité. Bon. Le monde est donc complet et ordonné en droit. Le corollaire normal, en découlant, est que s'il ne l'est pas en fait, c'est que des erreurs sont commises dans son observation. Ainsi parle le hérisson intellectuel. Ou que des forces malignes, le plus souvent les dominants, l'empêchent de l'être et doivent donc être éradiqués. Ainsi parle le hérisson d'action. Ici se lit le piège de la monocausalité que Léon Poliakov a nommé causalité diabolique ou diabolectique. J'aurais donné des exemples, mais ce que je voudrais dire, c'est que, à partir de cette définition, qui, j'insiste, est idéal typique, n'est-ce pas, on trouve du hérisson chez les philosophes racis apparemment les moins suspects. On a pu, par exemple, retracer la carrière idéologique des idées d'unanimité morale et d'utopie communiste à partir du dernier Kant de la critique du jugement, affirmant que la beauté était dans le monde et non dans l'œil de qui regarde l'œuvre d'art. Ce qui rendait objectif le jugement esthétique et donc aussi le jugement politique. Je me suis frotté les yeux. Je pourrais donner l'exemple de John Stuart Mill du utilitarisme, qui soumit la validité de toute action à son utilité. On liberté, fondant la liberté d'expression sur le bienfait collectif de la libre opinion, juste erronée. Le problème surgit parce que Mill, en contradiction avec son manifeste utilitariste, voit dans la vérité aussi un bien en soi, indépendamment de ses conséquences. D'où une pirouette faisant de l'enquête libre et désintéressée un plaisir intellectuel. Et pas seulement quelque chose qui est nécessaire à l'utilité commune. Je ne voudrais pas développer davantage sur ce thème. On trouve du hérisson dans beaucoup d'exemples. Dans les débats sur les immigrations, je trouve des hérissons partout. Là, je les trouve là, ils pullulent. Je les trouve dans la querelle de l'intelligence design, je les trouve dans la querelle de la preuve de la religion, de la preuve de l'existence ou de l'inexistence de la Ce qui caractérise la forme hérissonne, c'est que une discipline prétend tout dire sur un phénomène politique, religieux, un phénomène social, alors qu'elle ne le saisisse, elle ne saisit pas avec ses œillères propres. À cela s'oppose le renard. Le renard se méfie des lignes droites. La plupart de nos dirigeants sont des renards pratiques, présumés avoir une ligne de hérisson pratique. Même s'ils la suivent par les multiples convolutions de l'universel à règne, qui étaient Louis XI, la reine Élisabeth, ou François Mitterrand. Donc, tout semble jusqu'ici d'une limpidité cristalline. La balance penche du côté du renard, qui est subtil, modeste, qui sait qu'il ne peut pas tout expliquer, qui sait qu'il ne peut pas tout faire. Et contre le hérisson, qui, dans la fameuse texte d'Isaiah Berlin cité tout à l'heure, semble être le représentant de la pensée monocausaliste, dialectique,